à tous. Merci d'être venus à ce rendez-vous du mois d'avril des Lundis de la Mer. Donc ce soir, on accueille Mounsef Sredrati, qui est enseignant-chercheur à l'Université Bretagne-Sud, et qui est aussi chercheur au laboratoire Géosciences Océans du CNRS. Alors il nous lance une question ce soir. Le littoral peut-il être fixé? Vous avez certainement déjà une idée. En tout cas, on va l'écouter, nous raconter tout ça, et puis on se garde comme d'habitude un temps d'échange avec lui à l'issue de son intervention. Donc à tout à l'heure et bonne conférence. Bonsoir à tous. Elle vient de me présenter. Je m'appelle Mounsef Sredrati, je suis enseignant-chercheur au laboratoire Géosciences Océans de l'Université Bretagne-Sud. Donc notre laboratoire mère, si vous voulez, il est à Brest, donc à l'IUM, Institut Universitaire Européen de la Mer. Et moi, je fais partie de la petite équipe ou la petite antenne qui est sur l'Université de Vannes, où on est 4 enseignants-chercheurs titulaires. Et on est à peu près dans un laboratoire avec du personnel qui oscille entre 14 et 20 personnes en fonction des contrats, c'est des recrutements ponctuels. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier la Maison de la Mer pour l'invitation, pour refaire cette conférence que j'ai eu l'occasion de la présenter la première fois en mois de novembre dernier à l'UBS dans le cadre des cycles de conférences. Donc apparemment, elle a suscité un intérêt, d'où cette invitation sur Vannes. Et j'ai gardé, si vous voulez voir sur cette image, la même affiche qu'on m'avait fait pour cette conférence en mois de novembre dernier. C'est un collègue qui s'appelle Alan, qui est assistant cartographe à l'université et qui s'occupe de la préparation des affiches. Alors moi j'étais en déplacement à l'étranger quand il avait préparé cette affiche que j'ai très bien aimée. Et je me suis posé la question qu'il fasse un schéma, on a l'impression que c'est un dessin, mais quand même, il s'est inspiré quelque part pour trouver une image pareille avec des gros buildings, un bout de dune, si vous pouvez voir, et un bout d'image. Malheureusement, quand j'étais de retour, je voulais lui poser la question où est-ce qu'il avait trouvé cette photo de base de cette affiche. Il était parti en vacances, et donc je n'ai pas eu de réponse. Et du coup, j'ai commencé moi-même à chercher à quoi correspond cette photo. La première des idées qui m'est passé par l'esprit, ça peut être Gold Coast, c'est en Australie. Une des plages pareilles, d'or, vous voyez. Et ce qui marque le plus, c'est les bâtiments qui sont derrière. Après, je me suis dit, peut-être pas celle-là. Il se peut que ce soit quelque part ailleurs dans le monde. Cherchons encore, et je trouve la même configuration à Dubaï. Même building, un bout de plage et un espace balnéaire. Si vous regardez là à Miami, il y en a quelques-uns peut-être parmi vous qui étaient sur ces plages, la même configuration. Et en cherchant toujours, encore et encore, on a même l'impression que cette image soit prise à Nice. Peut-être il va falloir rehausser un tout petit peu les bâtiments derrière, mais toujours on revoit la même configuration des plages. En Italie, pareil, à Rimini. Ça, c'est la côte adriatique, pour ceux qui ont eu l'occasion d'être sur ce littoral, relativement bien anthropisé, où il y a une forte demande touristique. C'est pour l'anecdote, entre guillemets, si vous voulez passer du temps sur une plage pareille, ça vous coûtera la bagatelle de 35 € la journée, pour avoir droit à votre chaise longue et votre parasol. Faites le compte. En cherchant encore, je suis tombé sur Cadiz. Toujours la même configuration. Là, vous voyez, je fais quasiment le tour de 3-4 continents. Et à chaque fois, on voyait la même configuration du littoral. À propos de Cadiz, j'ai des collègues de l'Université de Cadiz qui travaillent sur un grand projet, si vous voulez, européen, qui est orienté sur la perception du littoral. Ces collègues font un travail, moi, j'aime pas utiliser le terme, mais à la limite, je peux le prononcer, la vulgarisation. Ce n'est pas de la vulgarisation, mais je dirais plus de la sensibilisation. Alors, lors d'une manifestation, ils étaient sur cette plage. Et en fait, ils ont demandé à des gens qui viennent sur les plages de 4 ans à 80 ans. Quelle est votre perception de la plage? Pour vous, c'est quoi une plage? Et ils ont demandé aux enfants, papier à l'appui et des crayons, de dessiner ce que c'était pour eux la plage. Vous voulez voir des images? Ce que c'était la perception actuelle de la plage pour des
jeunes. Bon, j'ai pas d'image, mais j'ai par contre les résultats. Voilà, sur 85% des gens sondés, la plage, c'est un espace balnéaire qui englobe des hôtels, des parkings et des restaurants à proximité. Voilà notre perception actuelle du littoral. Et pour une minorité, la plage, c'était un espace balnéaire, hôtel au calme, la nature, et ce qui était drôle, c'est les Maldives. Pour tout le monde, les Maldives, c'est ça la destination de vacances, et pour eux, c'est ça la perception d'un littoral. Au calme, sous un cocotier, avec un bon cocktail dans les mains, voilà le littoral. J'ai posé la question à Javier, pourquoi les Maldives? Est-ce que vous avez une promotion sur Cadiz? Tout le monde veut partir aux Maldives. Il me dit, bah, on ne sait pas. Mais la question qui se posait, est-ce que ces gens-là connaissent les Maldives réellement? Je ne pense pas. Parce que les Maldives, ce n'est pas cette carte postale. Les Maldives, c'est ça. Malé, la capitale des Maldives. Voilà où les gens habitent. Ils sont, si vous voulez, dans une prison à mer ouverte, pour ne pas dire à ciel ouvert. Réchauffement climatique, élévation du niveau de la mer, impossible d'avoir des espaces côtiers. Je ne sais pas si j'ai... Voilà. Toute la capitale est barricadée avec des ouvrages de protection. Les seuls espaces qui ne sont pas forcément sous impact touristique, ce que vous avez vu tout à l'heure sur la carte postale, ça correspond à ça, c'est-à-dire les villes où on a toujours des gens. Ce que vous voyez là, voilà, quelqu'un qui contemple la plage, c'est-à-dire son espace de vie qui est en train de se faire grignoter petit à petit. Et là, sur l'image en bas, vous voyez, on sort des élèves de l'école pour leur parler de ce sable qui disparaît. Et pour eux, le sable, quand il disparaîtra, c'est leur lieu de vie qui disparaîtra. On aimerait bien, tous, avoir cette perception de la plage. Voilà, un système littoral, naturel. Mais malheureusement, est-ce le cas aujourd'hui? Trouve-t-on partout des espaces environnementaux, littoraux, comme celui-là, où, si vous voyez bien, il y a une seule personne qui se déplace là. Et heureusement, il n'y a aucune manifestation anthropique dans les alentours. Ça devient de plus en plus rare. Historiquement, l'être humain est parti à la conquête de ce littoral. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a longtemps. Mais si vous voulez, il y avait un juste équilibre à trouver entre le littoral et notre activité humaine, tout simplement. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? C'est ce qu'on appelle les funaya, japonais, donc c'est ces maisons de bateaux, comme on les appelait. Et vous voyez, les gens avaient déjà peur de la mer, d'une part, et quand bien même ils étaient obligés d'être au bord du littoral, mais ils ne se sont pas fixés directement sur le sol, ils sont restés en suspension. Il fallait faire attention. Et historiquement, on s'aperçoit que les gens étaient capables, si vous voulez, de se mettre au bord du littoral, mais sans le fixer. Il n'y avait pas cette notion de fixation. Si on regarde d'autres exemples, l'Égypte. L'Égypte et son delta. La même chose, on sait pertinemment que l'être humain est parti à la conquête de ces espaces deltaïques parce qu'il y a de la matière organique, parce qu'il y a de l'agriculture qu'on peut développer. Et si vous voulez, quasiment les systèmes d'irrigation et cette configuration de delta a été maintenue jusqu'à aujourd'hui, depuis une histoire ancienne, mais on exploite sans fixer le littoral. Un autre exemple de l'exploitation ou de la conquête du littoral à l'ancienne sans qu'il y ait une fixation, c'est les systèmes portuaires. Là, vous voyez des ports antiques. Naturellement, la mise en place d'un système portuaire, c'est quoi un port? C'est un environnement à l'abri. Eh bien, il y a toujours des environnements à l'abri. On peut se mettre à l'abri dans une baie, on peut se mettre à l'abri au fond d'une ria, on peut se mettre à l'abri au fond d'un système estuarien. Mais est-ce que vous voyez ici, sur ce port qui a été
ou qui a vécu, si vous voulez, d'années fastes, est-ce que vous voyez un ouvrage? Non. Aujourd'hui, il est rare de trouver un système portuaire sans ouvrage, c'est-à-dire des ports qu'on installe au fond de baie. Il y avait toujours la possibilité d'aller sur le littoral sans le fixer. Hélas, ou heureusement, il y a eu une deuxième histoire du littoral. C'est, ça on le connaît tous, la démocratisation des congés payés. Démocratisation des congés, ruée sur le littoral, eh bien il fallait trouver de la place pour tout le monde. Là, vous avez une superbe image de Paris-Plage, le Touquet. Et qu'est-ce qu'on trouve? Bah, déjà, la même configuration, quasi similaire à l'actuelle. Vous voyez un parking, une piscine, parking, piscine, et tout ce que vous aviez ici, c'était des aménagements pour accueillir des touristes. Vu la fréquentation très très importante. Donc on a commencé, si vous voulez, à partir de cette date-là, de, entre guillemets, anthropiser le littoral, ne pas laisser ce littoral dans son état naturel, mais être au plus près de la mer. On a construit des ports là où il ne fallait pas. Vous voyez l'exemple de l'aéroport de Nice, par exemple. Des grandes constructions comme des ports, partout, partout, partout. Même si vous faites un tour sur Google Earth et allez regarder toutes les communes littorales au sud de la France, parfois chaque commune a son port de plaisance et que quand vous regardez combien il y a de bateaux sur ce port de plaisance, parfois il n'y en a aucun. Mais c'était comme ça, il fallait aménager et avoir de l'infrastructure touristique. Jusqu'à ce qu'on ait ces configurations type qu'on retrouve dans le sud de la France. Donc là, vous êtes en Port-Camargue, hein, dans le Languedoc-Roussillon, et vous pouvez voir la panoplie complète des aménagements anthropiques sur un littoral. Une marina, une entrée portuaire, une deuxième entrée portuaire, et des ouvrages de protection à droite et à gauche, hein, qui soient visibles aux submersibles. Donc voilà, petit à petit, la configuration du littoral qu'on a commencé à avoir. À chaque fois qu'on s'approchait du littoral, l'image de la carte postale disparaissait petit à petit. À chaque fois qu'on est au bord du littoral, on retrouve maintenant ces images. Des maisons en destruction, des routes à l'abandon, ou voire même des villages complètement à l'abandon. Ce sont presque les premiers réfugiés climatiques qu'on commence à retrouver à droite et à gauche. Là, vous êtes sur un exemple d'un village de pêcheurs en Sénégal. Et donc, de la carte postale que je vous ai montrée tout à l'heure, la superbe plage, libre, sans aménagement, maintenant, si vous voulez, dans notre presque subconscient, un littoral, c'est toujours associé à des ouvrages de protection. On était tout près du littoral, on était à la conquête de ce littoral, mais à quel prix? Toujours des ouvrages de protection. Là, c'est la grande digue de Malais. Là, c'est en Angleterre, des enrochements à droite et à gauche. Et j'imagine que ces images, vous les aviez vues tout au long du littoral morbihanais, voire ailleurs, hein. Les images se ressemblent malheureusement. J'aimerais faire une parenthèse sur ce que c'est ce littoral. C'est quoi le fonctionnement de ce littoral? Je ne ferai pas de cours magistral, ce n'est pas le cas, mais des choses simples. Comment il fonctionne? D'où vient le sédiment? De quel côté part le sédiment? Et pourquoi est-ce qu'on en trouve de moins en moins? Et on parle de l'érosion sur les littoraux. Les littoraux tempérés, si vous voyez, sur cette image, vous avez les configurations simples. C'est des choses qu'on peut retrouver même ici sur le littoral morbihanais. Là, vous voyez ce qu'on appelle des spits, c'est-à-dire des flèches sédimentaires. Là, c'est des tombolos, hein, ça vous rappelle le tombolo de Quiberon, par exemple. Là, vous avez des plages de baie ou des plages de poche, c'est les configurations types qu'on retrouve ici. Des îles barrières, on en trouve de moins en moins, mais parfois elles sont associées à des flèches sédimentaires. Donc voilà la configuration type d'un système littoral. Comment il vit ce système littoral? Il faut qu'il y ait du sédiment. La question qui se pose, d'où vient ce sédiment et comment fonctionne ce littoral? Oups, pardon. Sur ce graphique, j'ai
résumer, si vous voulez, l'état actuel des connaissances en termes du fonctionnement du littoral. Sans que ce soit compliqué, là vous avez une coupe d'une plage, ce qu'on appelle un profil d'été. Vous avez une dune et vous avez une superbe berme. L'hiver, qu'est-ce qui se produit? Vous avez une tempête. On érode le sédiment ici et on va le positionner quelque part, en bas. Et on attend que les conditions calmes se rétablissent et probablement ce sédiment va revenir alimenter le haut de plage. Ça paraît normal, c'est ce qu'on appelle un cycle. Un cycle, vous le voyez ici. Un système, c'est comme une boîte noire, fermée. Dans cette boîte noire, vous avez des processus. Les processus qui agissent sur l'environnement littoral, on les connaît. Ce sont les conditions météo-marines. Ces conditions météo-marines, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transporter du sédiment. Ce sédiment, on le perd dans un endroit et on le dépose ailleurs, donc on va changer la forme de la plage. Et quand vous allez changer la forme de la plage, vous allez impacter les processus. Et on tourne dans un cycle fermé. Ça, c'est la petite boucle. Et le reliquat historique, c'est la stratigraphie. C'est ce qu'on garde pour les générations futures, c'est-à-dire une configuration long terme de notre littoral. Et ensuite, les scientifiques, si vous voulez, quand ils vont aborder le littoral, ils vont l'aborder selon ce qu'on appelle une échelle temporelle et une échelle spatiale. Ce que vous voyez en bas. Soit on va regarder à l'échelle de quelques secondes, quelques heures ou quelques jours, peut-être plus pour le fondamental. On va regarder à l'échelle de quelques mois, quelques saisons, à l'échelle événementielle, c'est-à-dire l'impact des tempêtes, etc. Ou on peut aller regarder à l'échelle de quelques décennies, notamment quand on veut réaliser un aménagement côtier. Donc ce sont nos petites boîtes et on se positionne. Mais de toute façon, on ne peut jamais arriver sur cette boîte d'ingénierie sans passer par cette boîte événementielle, ni cette boîte instantanée, ou inversement. Et puis, vous avez tous les processus hydrodynamiques, donc là je ne rentrerai pas dans le détail, mais vous voyez un tout petit peu, si vous voulez, les scientifiques connaissent maintenant, ils peuvent se mettre dans la peau d'une goutte d'eau et connaître son acheminement et son fonctionnement depuis qu'elle est en plein milieu de l'océan jusqu'à ce qu'elle vienne s'échouer sur la haute plage. Tout ça, on le connaît. Il n'y a pas de problème, vous allez me dire, c'est très bien tout ça. Donc pourquoi est-ce qu'on a des problèmes d'érosion sur les plages? Le problème majeur se pose au niveau du sédiment. La future guerre, si vous voulez, ce ne sera pas une guerre de l'eau. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à parler d'une guerre de l'eau. La future guerre sera une guerre de sédiment. Est-ce que vous vous êtes posé tout simplement la question un jour, quand vous baladez au bord du littoral et vous prenez une poignée de sédiment? Quel âge a ce sédiment? Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que vous pouvez donner une idée sur l'âge de cette poignée de sédiment? Que vous soyez, je ne sais pas, à l'Armor-Plage, à Guidel ou ailleurs, prenez juste une poignée de sédiment, posez-lui la question. Vous avez quel âge? Je peux vous assurer que la réponse serait entre 100 000 ans jusqu'à parfois 500 000 ans, voire plus. C'est ça l'âge de ce sédiment que vous avez sur cette plage. Alors imaginez le parcours traversé par ce grain de sable pour finir sur cette plage. Et malheureusement aujourd'hui, quand ce grain de sable part, mais il part pour de bon. Et on a du mal en fait à retrouver une alimentation supplémentaire. Comment ça fonctionne? Là vous avez un schéma simple. Historiquement, les plages étaient alimentées par un sédiment qui vient de l'intérieur des terres. Ça veut dire quoi à l'intérieur des terres? Alors imaginez la Seine qui déverse en Normandie. Alors du sédiment au niveau des plages normandes provenait de l'intérieur des terres, en plein milieu du centre de la France. Toujours, la principale source du sédiment, c'était les fleuves, qui ramenaient ce sédiment sur les plages. Et ensuite, ce sédiment, une fois qu'il est sur la plage, il doit se déplacer d'une façon parallèle au trait de côte ou perpendiculaire au trait de côte. Dites-vous que le déplacement, comme vous voyez ici sur ces flèches, qui est parallèle au trait de côte, c'est à peu près plus de 65% des échanges sédimentaires à l'échelle de la planète. Pas à l'échelle d'une plage, à l'échelle de la planète. Principalement, on a une dynamique, ce qu'on appelle longitudinale. Et si votre sédiment doit se déplacer d'une façon longitudinale et vous venez mettre une barrière,
Ça veut dire qu'il n'a plus la possibilité d'alimenter les plages avoisinantes. Regardez ici, en bas. Ce que j'ai marqué, c'est une plage de baie, ce qu'on appelle une cellule sédimentaire. C'est pratiquement les configurations de plages qu'on retrouve dans le Morbihan. C'est des petites plages de baie, ils peuvent faire de 200 mètres à 300 mètres, 500 mètres, voire quelques kilomètres. Ce sont des plages qu'on considère comme étant des cellules sédimentaires, c'est-à-dire le sédiment que vous avez en plein centre de cette baie, il va faire le déplacement du va-et-vient à l'échelle de cette baie sans qu'il puisse sortir des pointes. Autrement dit, vous avez une auto-distribution du sédiment. Malheureusement, quand il y a des tempêtes, le sédiment il peut sortir de ce qu'on appelle cellule sédimentaire. Soit il va alimenter la plage adjacente, soit il peut partir au large. Mais là, puisque vous avez votre fleuve qui ne draine plus rien, est-ce que vous connaissez aujourd'hui un fleuve sans qu'il y ait un barrage en amont? Si vous connaissez un, je suis preneur, j'aimerais bien le donner comme exemple à mes étudiants. J'en ai pas trouvé, ou presque. Ça veut dire quoi? Ces barrages, ils ont réduit les débits des fleuves et ils ont fait en sorte de maintenir des sédiments potentiellement qui devaient venir alimenter la plage, ils sont restés en amont. Alors, vous avez ici un stock réduit et à l'intérieur des terres, vous avez un barrage. Donc, vous avez 100% de sédiments. Tous les ans, vous en perdez 2, 3, 4%, mais il n'y a pas de réalimentation. Où est-ce qu'on va finir? On va finir, bien évidemment, vers un déséquilibre de cette plage, d'où les phénomènes d'érosion qui se mettent en place petit à petit. J'aimerais juste reprendre, même si ce n'était pas prévu, j'ai rajouté ces quelques diapos pour présenter, si vous voulez, la même démarche sur le littoral morbihanais. Par rapport aux houles dominantes et au vent dominant, le déplacement de sédiments s'effectue de cette façon, tout au long du littoral morbihanais. Donc avec ce qu'on appelle la dérive littorale. Alors imaginez, à chaque fois que vous allez mettre un obstacle quelque part, le sédiment ne passera plus. Autre chose, si je remets cette carte, vous m'excusez pour le panache de couleurs, mais quand même c'est une carte qui a été faite soigneusement par des collègues. Là vous voyez la presqu'île de Rhuys, là vous avez l'entrée du golfe du Morbihan, et toutes ces couleurs ce sont des dépôts sédimentaires au large du Morbihan. Vous voyez, majoritairement, on a cette couleur verte. C'est de la vase. Et les quelques couleurs jaunâtres, c'est du sédiment, c'est du sable. L'idée qui se poserait, ce sable-là devrait venir alimenter nos plages morbihanaises et on n'aura pas de souci. Ça paraît logique. Mais, vous connaissez bien que le littoral morbihanais est parsemé par ces platiers rocheux qui font en sorte que le sédiment ne peut pas passer. C'est là où j'ai le sable. Le sable, il aura du mal à escalader ces barrières et venir alimenter le littoral. Par contre, il aura plus de facilité à passer du littoral et venir se mettre ici, à l'abri au niveau des barrières. Notre sédiment qu'on perd sur ces plages-là, peut-être qu'il ne parte pas ailleurs, il se retrouve juste ici, en attendant des conditions favorables pour qu'il puisse revenir. Ceci dit, ce sédiment que vous avez vu là, c'est du vestige historique. Il date de au moins il y a 20 000 ans, donc lors de la dernière glaciation. Lors de la dernière glaciation, vos ancêtres, pour aller visiter, si vous voulez, leurs cousins en Angleterre, ils traversaient un fleuve. Ce fleuve s'appelait la Manche. Le niveau de la mer, il y a 20 000 ans, il était moins 100 mètres par rapport au niveau actuel. Les stocks de sédiments que je vous ai montrés tout à l'heure, c'était les plages d'il y a 20 000 ans. Petit à petit, le niveau de la mer monte et ce sédiment est resté là. Les seuls vestiges qui ont pu passer, ceux qu'on a retrouvés là, mais malheureusement, toutes les RIA actuelles ne drainent aucun sédiment. Donc, on est tout simplement dans une configuration de ce qu'on appelle un stock sédimentaire réduit. Et quand on est dans une condition de configuration de stock sédimentaire réduit, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer tout simplement de maintenir ce qu'on a comme sédiment. Comment on fait? Pas de solution. On va mettre des obstacles. Des obstacles, ce sont des ouvrages de protection ou de maintien de sédiments. Et les impacts peuvent être néfastes quand on met ce type d'ouvrage. Regardez cet exemple. Là, vous avez un trait de côte
qui est certes en érosion, mais pour essayer de préserver cet aménagement, on a mis en place des ouvrages. Quelques années après, regardez le trait de côte ici. Il a reculé. Toute cette rangée de maisons a disparu. Et voici l'état actuel. Malheureusement, chaque intervention anthropique sur le littoral ne peut être que négative. Je suis désolé de le dire, je suis même moi-même ingénieur océanographe, je suis moi-même, si vous voulez, normalement censé moi-même faire calculer des ouvrages, mais je suis le premier à dire il faut faire attention à ces ouvrages. Ce ne sont pas une solution. Touchant en amont, modifiant en aval. C'est le principe qu'on doit garder tous à l'esprit. À chaque fois qu'on va mettre un ouvrage sur le littoral, dites-vous qu'il va y avoir un impact systématique. À 20 mètres, à 200 mètres, à 2 km ou à 20 km. Il sera là par défaut. L'exemple type, si vous voulez, quand vous aurez l'occasion peut-être de rentrer tout à l'heure, allez regarder sur Google Earth, faites le tour de tout le littoral adriatique en Italie. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là les ouvrages. Regardez. Des digues, des épis, des brise-lames. Et là, j'ai zoomé un tout petit peu sur l'image. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Entre un ouvrage et un ouvrage, vous en avez un ouvrage. C'est ce qu'on appelle le virus du siècle. Et si vous voulez remonter un tout petit peu historiquement à savoir ce qui s'est passé sur l'Adriatique, ça a commencé comme ça. On était sur un linéaire côtier. Il y avait une commune un peu plus au nord qui a commencé à perdre du sédiment. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On a dit, tiens, on va mettre des ouvrages pour protéger et maintenir le sédiment qu'on avait sur place. Le sédiment ne passait plus à la cellule adjacente. La commune à côté, qu'est-ce qu'elle a dit? Tiens, moi aussi je vais mettre mes ouvrages. Pas de sédiment à côté. Petit à petit, jusqu'à ce qu'on se retrouve avec un système ou un linéaire qui fait des centaines de kilomètres complètement aménagé. Et c'est parti de la première intervention anthropique. Est-ce qu'on pouvait faire mieux? Est-ce qu'on pouvait faire autrement? Je pense que oui. Mais ce sont des écoles en termes d'aménagement qui évoluent dans le temps. Et j'en ai entendu parler de quelques collègues que maintenant ils réfléchissent à retirer tous ces ouvrages et opter pour des solutions beaucoup plus écologiques et beaucoup plus simples. Vous savez combien ça coûte un mètre linéaire d'un ouvrage comme celui-là? En moyenne. Entre 15 et 25 000 euros. Le mètre linéaire. Or, des ouvrages comme ceux-là, normalement, ils font une centaine de mètres sur quelques dizaines de mètres, voire moins en largeur. Faites vous-même le calcul. Le dogme en termes d'aménagement littoral disait tout simplement qu'il va falloir qu'on s'adapte à la fois à l'élévation du niveau marin et au problème d'érosion. Est-ce qu'il y a moyen qu'on mette toutes nos maisons au bord du littoral comme ça, en suspension? Je ne pense pas. La solution qui reste la plus faisable, se protéger, endiguer. On a commencé à parler il y a quelques années du retrait. Mais est-ce que le retrait est faisable? À quel prix? Et est-ce qu'on est prêt à entendre parler du retrait stratégique? Et dans quel environnement? Autrement dit, on a trouvé d'autres solutions, parfois qui sont relativement chères, en disant, tiens, on est là, on ne bouge pas, mais on va pousser la mer. Mais pour pouvoir pousser la mer, il va falloir recréer une plage, avec ce qu'on appelle le rechargement de plage. Et ça, je vous montrerai tout à l'heure, ce sont des investissements colossaux qui ne sont pas forcément à la portée de toutes les communes. Alors que peut-on faire? Deux écoles. L'école principale, béton, béton, béton. La solution pour tout, c'est le béton, c'est l'art. Deuxième école, relativement récente, avec le retrait stratégique, le rechargement de plage, des systèmes de drainage ou la réhabilitation de la dune. Et puis, la toute dernière génération qui a fait une mixture entre l'ancienne école, si vous voulez, et l'école la plus récente, c'est-à-dire ce qu'on appelle les hybrides. Parfois, on mixe du hard avec du soft, et ça peut parfois être la solution la mieux appropriée pour le système. Juste rapidement, quelques exemples.
Voilà. Les épis, c'est ce que vous voyez pratiquement partout. Donc, ce sont des ouvrages perpendiculaires au trait de côte. Je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais là, vous voyez l'impact direct. C'est bien de mettre un épi, mais là, vous avez une plage, là, vous n'avez rien. Ça, c'est un choix à faire. Voilà. Touchons en amont, modifions en aval. La même chose se pose pour des ouvrages parallèles au trait de côte. Avec des brise-lames, là vous avez du rechargement qui accompagne les brise-lames et derrière il y a de l'érosion. À chaque fois qu'il y a une intervention anthropique, touchons en amont, modifions en aval par défaut. Donc que ce soit des épis, que ce soit des brise-lames, ou des digues également. Donc les digues, il y a plusieurs variantes. Ça peut être des digues avec de la végétation, des enrochements ou des digues en béton. C'est toujours le même impact. Un ouvrage fixe sur le littoral aura systématiquement un impact négatif adjacent. D'autres exemples, ce sont des gabions, c'est ce qu'on appelle des mixtes. Donc là, vous voyez, vous avez un ouvrage à l'intérieur et vous avez un ouvrage perpendiculaire à la plage, donc une plage bien barricadée. Je ne sais pas si vous allez avoir envie de passer du temps sur une plage comme ça. Là, la même chose. Un exemple en Italie, on commence maintenant à faire dans l'esthétiquement bien. C'est ce qu'on appelle des ouvrages submersibles, qu'on ne voit pas forcément, mais qui existent. Ceci dit, leur impact il peut être beaucoup plus important, parce qu'à chaque fois quand vous allez mettre des ouvrages comme cela, vous allez fermer un tout petit peu un espace avec de l'eau mal brassée, et vous avez sans doute intérêt à prendre un rendez-vous avec votre dermatologue avant d'aller passer des vacances ici. Les enrochements. On entend toujours parler des enrochements comme étant la solution la plus simple et la plus pratique. Parfois, il y a des mairies, la première des choses qu'ils font quand ils ont un problème d'érosion, allez, on y va directement et on pose des enrochements. Voilà ce qui se passe quand vous posez des enrochements sur le littoral. On va juste voir une image. Là, les enrochements. Et en fait, là où il y a les enrochements, c'est là où on est en train tout simplement d'accélérer l'érosion. On oublie souvent que ces enrochements génèrent ce qu'on appelle des courants de scoring. Ça, vous pouvez le faire vous-même quand vous allez vous balader sur la plage. Prenez juste un petit caillou, mettez-le juste à côté, on va dire, du swash, du mouvement de l'eau, et vous allez voir que ça va creuser sur le côté. Un enrochement qui n'est pas établi correctement sur une plage, il pourrait au contraire contribuer à renforcer l'érosion sur une plage. Donc un enrochement en tant qu'une solution pour tout, ça m'étonnerait, ça ne peut être qu'une rustine, et c'est pas ça qui va sauver parfois des environnements qui ont déjà du mal à se rétablir tout seuls. Mais ça peut marcher aussi, si vous voyez ici. J'ai fait exprès de présenter cet exemple. Vous êtes en Angleterre, c'est Rossall Beach. Rossall Beach, c'est une commune de 2300 habitations. Cet aménagement, la nouvelle muraille de Chine, pour protéger cette commune, a coûté 23 millions d'euros. Si vous faites une moyenne simple, pour protéger chaque maison à l'intérieur de ce village, ça a coûté aux contribuables 100 000 euros. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire mieux avec cet argent-là? Et est-ce que vous pensez éventuellement qu'on peut se payer ce type d'aménagement partout? Donc, le même problème, mais on n'a jamais les mêmes mesures, quel que soit l'environnement, quel que soit le pays où on est. Ça non plus, ça peut marcher quelques années, mais ça deviendrait sans doute un périple pour les communes avoisinantes. Réhabiliter avec les éléments de la nature. C'est facile à dire. Mais malheureusement, quand on parle toujours de l'enrochement, on oublie que la nature a été bien faite elle-même. Le premier rempart
contre les assauts des vagues, c'est les dunes. Pourquoi pas investir dans la réhabilitation des dunes? C'est naturel, ça ne coûte pas forcément grand-chose. Et quand bien même ils sont détruites pendant des conditions de tempête ou autres, mais ils ont une résilience tout à fait phénoménale. C'est que des produits de la nature. Là, vous n'avez pas besoin ni de béton, ni de quoi que ce soit. Il faut que du vent et que du sédiment. Et on peut créer ou recréer, si vous voulez, cette première barrière contre l'impact marin. Le fonctionnement de cette première ou de cette dune, il est tout simple. Là, vous avez des exemples de réaction d'une dune contre une tempête. Et quand bien même ça peut reculer, voilà, on crée une falaise dunaire, lors de conditions de tempête, etc., ça peut encore une fois reculer, mais petit à petit, le temps qui se calme, avec quelques échouages, on recolonise cette partie. Dès qu'il y a de la végétation, il y a du captage, plus un apport du compost, et on recrée cette nouvelle dune. Et si vous voulez, on fait un va-et-vient avec la nature. La dune reste toujours le premier rempart contre les impacts ou les assauts des vagues, mais parfois la reconstruction de ces dunes nécessite, si vous voulez, un coup de pouce. Donc à chacun sa méthode. Des casiers de ganivelle, c'est la méthode la plus simple, ou des barrières. Donc là, vous avez des exemples, que ce soit au sud de la France ou vers la Belgique, etc. Donc c'est du captage éolien, juste avec des petites fascines ou des ganivelles. On peut capter le sédiment, recréer ce qu'on appelle cette dune embryonnaire, qui petit à petit, elle va être fixée jusqu'à reconstruire une dune. On peut, si vous voulez, booster la végétation, si elle n'arrive pas à se mettre en place d'une façon naturelle. Donc là, vous voyez, il y a des experts qui sont en train de revégétaliser cette dune. On peut également prendre exemple sur nos amis belges. Vous savez, les Belges, quand ils font du ramassage à la fin de Noël, pour les sapins de Noël, ils ne partent pas à la déchetterie. Chaque sapin de Noël, il est utilisé en tant qu'ouvrage éolien sur la plage. Peut-être il y en a parmi vous quelques écologistes qui vont me dire ben non, c'est pas un féodé à la plage, c'est acide, ça va impacter, si vous voulez, la végétation locale. Mais les Belges, ils les installent là où il n'y a pas de végétation. Ces sapins, ils vont finir, si vous voulez, par se dégrader. C'est que de la matière organique. Et en même temps, ils construisent tout simplement un ouvrage de captage éolien. Tous. Chaque village, chaque quartier récupère les sapins pour en construire, et du coup, ça participe réellement dans la régénération de la dune sur place. Dans le Morbihan, nous, on a eu l'idée au laboratoire de profiter de quelque chose qu'on considérait jusqu'aujourd'hui comme problématique. C'était les échouages massifs des algues rouges et brunes qu'on peut retrouver de temps en temps. Je ne sais pas comment ça se passe ici dans l'Orienté, mais sur la presqu'île de Rhuys, on a régulièrement des échouages massifs d'algues rouges. La communauté de communes de la presqu'île de Rhuys investit annuellement, je pense, entre 150 000 € et 220 000 € pour le ramassage de ces algues. Où est-ce qu'ils finissent, ces algues ? Soit on a quelques tracteurs qui sont dérobés et qui finissent dans des terrains agricoles pour l'amendement des terrains, c'est bien, mais il faut le faire quand même avec modération, sinon on va quand même impacter la qualité des sols, sinon ils finissent à la décharge. Nous, on s'était dit, tiens, si on profite de ces algues et on les met dans ces casiers, ça permettra de ramener de la matière organique qui va booster la végétation. Et pour pouvoir mettre ça en place, on a mis, si vous voulez, on a breveté ce procédé qu'on a appelé AlgoBox. AlgoBox, c'est simple, ce sont des casiers de ganivelle. Pendant la période printanière et estivale, ils vont se remplir par le sable, naturellement. Et dès qu'on a le premier échouage massif d'algues, on prend ces algues et on les met à l'intérieur. À la fois, cet ouvrage, il va lui-même servir comme protection, c'est comme si c'était une digue, et petit à petit, avec la dégradation de l'algue, on libère de la matière organique qui participe, si vous voulez, dans la fixation et la végétation du système. Le premier exemple, on l'a installé sur cette plage de Penvins. Là, vous voyez, Penvins, c'est la commune de Sussigno, sur la plage de Sussigno, à la presqu'île de Rhuys. Pour ceux qui connaissent, c'est tout au bout de Penvins, il y a un perret, et donc là, c'est juste à côté où cette dune reculée au maximum.
La mairie avait le choix, soit mettre en place des enrochements, faire l'extension du Perret qui se trouve là en amont, ou nous suivre, si vous voulez, dans cette expérience. 400 mètres linéaires, avec des casiers de ganivelle. Vous voyez vous-même l'évolution, juillet 2014, juillet 2015 et juillet 2016. On a multiplié la richesse végétale sur place par 4. Aucune latte de ganivelle n'a été touchée par qui que ce soit. Moi, j'ai le souvenir de discuter avec les adjoints au maire, M. David Lapartien, ou que ce soit avec le service environnement. Il me disait que tous les ans, ils mettaient un peu d'argent de côté, parce que les jeunes, pendant les vacances, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont récupérer ce bois sec pour en faire des petits barbecues sur la plage. Depuis qu'on a installé les algobox, aucune latte n'a été touchée. Uniquement, bien évidemment, pendant les actions de haute agitation. Je ne veux pas dire que ça n'a pas bougé. Il y en a par endroits, ça a été impacté. Un aménagement qui a coûté 13 000 € à la mairie. Même pas le prix d'un mètre linéaire d'un ouvrage en béton. Là, vous avez des profils de plage, donc de juillet 2014 à juillet 2016, et vous voyez que la dune ne faisait que grandir petit à petit. Donc toute cette dune embryonnaire a été remise en place et cette falaise dunaire a été pratiquement fixée. Voilà une façon de fixer le littoral, mais avec un outil écologique. D'autres types d'ouvrages qui peuvent également être écologiques, ce sont les rondins de bois. Ce sont des épis en rondins de bois qui peuvent faire le même effet qu'un aménagement en dur, c'est juste qu'ils sont écologiques et qui sont facilement, encore une fois, on peut les retirer s'il y a un problème. Et si vous voulez, on retrouve même des anciens épis en rondins de bois à Saint-Malo. Là, on les a installés au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, on était déjà bien conscient du fait d'installer des ouvrages perméables comme cela. Ils captent ce qu'ils captent, mais ils laissent quand même du sédiment passer ailleurs. Et vous voyez, au XVIIIe siècle, on avait quand même l'intelligence et la clairvoyance de mettre en place des ouvrages perméables. Et petit à petit, qu'on avançait dans la technologie au XIXe et au XXe siècle, on a commencé à mettre que des ouvrages en béton. D'autres techniques, certes, ce qu'on appelle des ouvrages en hard, mais le principe reste soft. Donc là, les fameux géotubes, ils peuvent faire office de brise-lames ou d'épis. On les installe, on en trouve pas mal aussi sur le littoral morbihanais, à Guidel, et on en parlait tout à l'heure avec une collègue sur la plage du Guidel, où il y en a 3. Ça marche. Mais par contre, il reste relativement sensible, donc que ce soit au vandalisme ou aux effets de la nature. On trouve également la solution magique, c'est le rechargement. Là, vous avez l'exemple d'une drague au sud de l'Angleterre, c'est à Brighton, la baie de Brighton. C'est pas du sable, ce sont des galets. Et cette commune a fait un choix. Elle a dit, tiens, je connais maintenant la dynamique sédimentaire sur place. Est-ce que je mets des ouvrages en dur? Est-ce que je mets des pales planches en bois, comme les digues que vous avez sur Gavre? Ou je fais du rechargement? Ils ont calculé. C'était un investissement certes cher pour mettre des ouvrages en dur, même en pales planches, mais ils étaient encore une fois conscients de l'impact négatif qui peut être associé à ces ouvrages. Alors pour eux, le choix était tout simple. Quasiment de drague, il y en a 24 heures sur 24. Le choix, c'est de jouer au chat et à la souris avec la nature. Ces dragues tournent 24 heures sur 24. Zone par zone, à chaque fois que le sédiment part au large, ils vont le récupérer et le renflouer sur la haute plage. Ça, c'est un choix politique. Parfois, la question qui se pose, est-ce qu'on sera tous d'accord de retrouver un bateau comme ça à une vingtaine de mètres du littoral qui tourne 24 sur 24 avec le bruit associé, etc. etc. Encore une fois, ce n'est pas à moi de juger, mais j'en partage avec vous une expérience et un choix en termes d'aménagement. Le rechargement de plage, si vous voulez,
est considéré actuellement en tant que la solution qui pourrait résoudre les problèmes d'érosion et de recul du littoral. Là, vous avez l'exemple de... Vous avez cet exemple. Pourquoi ne marche pas la vidéo? Je suis désolé, la vidéo a bloqué. Donc là, vous avez cet exemple de rechargement d'une plage. Et là, vous voyez le trait de côte actuel et regardez le prolongement du trait de côte d'à peu près 200 à 300 mètres. Un rechargement comme celui-là, il va engloutir au minimum entre 500 000 et 1 million de mètres cubes de sédiments. La question qui se pose, est-ce qu'on a d'ailleurs les moyens, par endroit, d'investir une telle somme d'argent, premièrement, et deuxièmement, il est où ce sable? Comment peut-on recharger une plage? Physiquement parlant, quand vous avez une granulométrie sur une plage, la granulométrie, c'est la taille des grains. Ça, c'est la taille des grains qu'on peut trouver sur une plage ici, par exemple. Ça, c'est le sédiment qu'on peut trouver à l'Armor plage. OK? Ce sédiment, je l'ai perdu d'une façon naturelle. Il est parti juste en face, où il se retrouve dans la rade de l'Orient. Allez-y. On a fait le dragage. On a récupéré ce sédiment. Il est de la même taille. Si je vais le remettre sur la plage, est-ce que vous pensez qu'il va tenir? S'il n'a pas tenu la première fois, est-ce qu'il va tenir la deuxième fois? Pas possible. Donc dans la logique, il va falloir mettre une granulométrie grossière. Un sédiment un peu plus grand. Sachant pertinemment que la nature ne lui permettra pas de rester sur place. Donc il va finir par partir ailleurs. Donc les deux problèmes qui se posent, quel type de granulométrie? Et il faut prévoir une granulométrie 10 à 20% plus grossière que la granulométrie d'origine. Deuxièmement, un sédiment que vous allez mettre là sur place, c'est un sédiment qui sera assujetti tout simplement aux effets de la nature, c'est-à-dire qu'il sera ou qu'il va partir petit à petit. Or, quand vous investissez dans un rechargement, ça, il faut vraiment le savoir. On en fait pas mal de rechargements dans le Lorientais. On l'a fait à Gare, on l'a fait à l'Armor plage, etc., etc. C'est un rechargement qui coûte cher, premièrement, et il faut toujours prévoir ce qu'on appelle un entretien. L'entretien doit avoir lieu tous les 5 ans, voire tous les 2 ans, en fonction des conditions hydrodynamiques sur place. Quand vous avez des environnements qui sont assujettis à de fortes tempêtes, où il y a des forts courants ou de houle, votre sédiment il va partir petit à petit. Donc il va falloir toujours remettre, si vous voulez, renflouer les caisses. Et renflouer les caisses, ça veut dire prévoir entre 5 et 10% de votre rechargement initial tous les 10 ans. La problématique du rechargement, elle est beaucoup plus difficile qu'un aménagement, parce qu'un aménagement, vous le mettez sur place et vous revenez tous les 10-20 ans pour vérifier si votre ouvrage tient. Le rechargement, non, ne marche pas de la même façon. Si vous rechargez, il faut prévoir au préalable ce qu'on appelle l'entretien qui va avec. Et puis, c'est les coûts. Ça coûte énormément cher de trouver du sédiment, si vous voulez, approprié à la plage. Mais quand bien même, ça marche. Quand on a du sédiment en face, vous prenez les pays nordiques, eux, ils ont de la chance. Vous prenez la Belgique ou les Pays-Bas, ils ne se posent pas de questions. La nature a fait en sorte que leur shoreface, c'est-à-dire la zone subtidale, est parsemée de bancs sédimentaires. Ils n'ont qu'à aller chercher en face et renflouer le sédiment directement sur la plage. Est-ce qu'on peut faire la même chose ici, malheureusement? Non. Je vous ai montré tout à l'heure la carte sédimentaire, on n'a pas des gisements très importants de sédiments, et quand bien même on peut les avoir par endroit, il est toujours difficile, selon la réglementation, d'aller exploiter ce sédiment. Si vous n'avez pas les moyens de mettre un ouvrage en dur ou la possibilité de régénérer une plage, malheureusement, on se retrouve avec ce genre d'aménagement. Là, vous êtes encore une fois dans les Maldives, et là, vous voyez les gens, parfois, c'est avec des sacs, malheureusement, qui sont en train soit de construire des pontons ou de se protéger. En Indonésie, où on est en train de construire des digues qu'avec de la mangrove, parce que, voilà, à la fois manque de moyens et en plus un système de protection, si vous voulez, qui peut être écologique.
Là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? La régénération du wetland, c'est-à-dire la zone humide. Donc ça va être retiré en attendant que la nature reprend. Ce sont les nouvelles techniques qui ne coûtent pas énormément cher, mais qui ne forcent pas la nature, mais au contraire, en fait, ils font avec les éléments de la nature. Autre type d'exemple, rapidement, ça c'est des exemples avec des sacs où vous avez des coquilles, des débris de coquilles. Ça c'est au Bangladesh. Donc regardez, ça c'est au Jamaïque, pardon. Ça c'est au Bangladesh. Donc parfois on peut se protéger également avec les éléments de la nature. Au lieu que ça parte ailleurs, on peut en faire des ouvrages de protection. Je vais avancer, je vais finir avec ce point-là. C'est qu'est-ce qu'on peut faire également? C'est participer chacun de son côté, premièrement à la compréhension des systèmes et de la dynamique des environnements littoraux, parce que peut-être, ce que j'ai présenté tout à l'heure, tout était négatif, oui, mais il y a quand même une part du positif. Et pour qu'on puisse avoir cette part du positif, pour les scientifiques, il manque quelque chose de crucial, c'est la connaissance. Et la connaissance, pas sur une période d'un mois, ni sur une période d'un an. Il nous faut une connaissance moyen terme ou long terme des environnements et de leur dynamique. Tout à l'heure, quand je vous ai présenté le projet des Algobox, ce n'était pas un coup d'hasard. La plage du Sucigno, moi je la connais depuis que j'étais recruté sur Vannes. Je connais éventuellement chaque grain de sable, où est-ce qu'il se déplace sur cette plage. Donc le jour où j'étais en mesure de proposer cet aménagement, bien évidemment il y a une part d'incertitude, mais je savais qui peut marcher sur cette plage, parce qu'il y a à la fois un potentiel éolien et je connais la dynamique de la plage. Mais ça, c'était basé sur une connaissance moyen terme. Malheureusement, on ne peut pas être sur nous, en tant que laboratoire universitaire, sur toutes les plages, avec une fréquence de suivi régulière. Et du coup, à partir de l'expérience des Algobox que je vous ai montré tout à l'heure, on s'est associé avec la commune de Sarzeau et avec une association qui s'appelle RIEM. Et on a réfléchi à mettre en place des protocoles de suivi par la population. C'est de ce point-là qu'a germé cette idée d'observatoire citoyen du littoral morbihanais. Donc là, tout à l'heure, vous allez voir des petites affiches, des petites brochures là, que j'ai mis sur la table. Et là, vous avez le site internet de cet observatoire littoral du Morbihan. Comment ça marche? C'est simple, il nous faut une collectivité territoriale, une association et des scientifiques. Les scientifiques, avec la collectivité territoriale et les associations, mettent en place des protocoles. J'ai quelques exemples, voilà des protocoles simples. On peut mesurer le battement vertical d'une plage, par exemple combien elle va perdre l'hiver et combien elle reviendra l'été. On peut mesurer l'évolution d'une falaise dunaire. On peut suivre la végétation. On peut suivre pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on adapte, si vous voulez, des protocoles à un besoin scientifique en termes de connaissances. Ces informations transitent par l'association, donc là vous voyez des éco-volontaires en œuvre, ils sont en train de faire des mesures. Ça ne revient à l'université, pour nous c'est une base de données qu'on va traiter, analyser, ensuite on restitue cette information à l'association, aux éco-volontaires, et l'intérêt majeur il est pour les collectivités territoriales. Là, vous avez également des exemples de protocoles. Ça, ce sont nos 3 premiers sites. 2 nouveaux sites l'orienté qui vont joindre l'OCLM là en 2018. Et on aimerait bien dans le futur couvrir, pourquoi pas, tout le littoral morbihanais. Et là, si vous voulez, c'est un circuit gagnant-gagnant. Pour les éco-volontaires ou les éco-bénévoles, il y a de l'intégration, il y a de l'éducation, il y a de la découverte. Nous, sur la première page de notre site internet, c'est marqué tout simplement pour une balade utile. J'imagine que vous vous baladez toujours sur le littoral, et bien maintenant vous pouvez vous balader sur le littoral et nous prendre une photo utile, nous faire une mesure utile. Cette information, elle vient chez nous, c'est le chercheur, c'est une donnée de haute fréquence qui nous permet nous-mêmes de préconiser des aménagements appropriés sur le site, et on diffuse cette information à la fois à l'éco-volontaire, mais également au gestionnaire, qui lui comprendra mieux le fonctionnement de son système et il pourra intervenir d'une façon la mieux adaptée au système. Donc je lance un appel, si vous voulez, que vous soyez les bienvenus, si vous avez, je ne sais pas, entendu parler d'un site ou d'une collectivité territoriale, faites passer le message s'il vous plaît. On aimerait bien enrichir notre observatoire citoyen du littoral avec de nouveaux sites dans le futur.
Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi? J'ai pris, ça c'est la dernière photo, donc ça c'est un exemple en Australie. Regardez, c'est pas des algobox, hein, mais c'est des laisses de haute mer. Regardez, ce sont les riverains qui ont travaillé avec un scientifique que vous voyez ici, lui-même riverain. Ils ont proposé, ils ont préconisé quelque chose de tout à fait naturel pour essayer de réhabiliter cette plage. Et ça, c'est une photo qui date. Et je peux vous dire que sur tout ce secteur-là, il y a une nouvelle dune qui a été mise en place. Tout simplement en travaillant tous ensemble, la main sur la main. Un autre exemple, cette fois-ci en Bretagne, où on voit la population qui est en train, juste après une tempête, de végétaliser une dune pour essayer de la rebooster et retrouver rapidement ce premier rempart contre le littoral. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonsoir. Qu'est-ce que la stratigraphie? Oui, la stratigraphie. Qu'est-ce que c'est en fait? Alors, la stratigraphie, si vous voulez, c'est le vestige sédimentaire d'aujourd'hui. Alors, je m'explique. Si on prend un site, par exemple, la falaise de Guidel, vous voyez, donc la falaise de Guidel, là, vous voyez qu'il y a comme une coupe, là, avec la coupe de la falaise, là où il y a eu de l'érosion. Et sur cette coupe, là, vous pouvez voir des strates. Vous voyez, ce sont des couches. Donc, chaque couche a été déposée sous des conditions un tout petit peu en particulier. Donc, notamment, on est dans un environnement littoral, ça peut être la vie au quotidien d'une plage ou une vie saisonnière, mais avec son évolution dans le temps, sur quelques milliers d'années, on garde des vestiges. C'est une traçabilité. Et quand on a comme ça des coupes, on arrive, si vous voulez, à faire une reconstitution paléo-environnementale. C'est-à-dire, on peut raconter l'histoire de la succession de dépôts. C'est ça la stratigraphie. On a, si vous voulez, quelque chose qui se passe aujourd'hui ou sur quelques mois, et quand on empile plusieurs informations, on retrouve quelque chose de plus historique. Oui, bonsoir. Oui. J'ai deux questions. La première, c'est sur Groix. Est-ce que vous avez travaillé sur le phénomène des grands sables qui s'est déplacé? Enfin, pour vous, c'est peut-être simple, mais pour nous, c'est toujours mystérieux. La plage des grands sables à Groix, vous connaissez le problème de... Oui. Oui, j'imagine. Donc, première question. Deuxième question, est-ce que vous prenez note aussi de la montée des eaux, sachant qu'en 2050, d'après les scientifiques, on aura 40 cm de plus? Non, je n'ai pas travaillé personnellement sur le problème de Groix. J'ai d'autres collègues qui ont regardé un peu la dynamique de sédiments, donc malheureusement je ne peux pas vous dire plus par rapport à ça. Sinon, le scénario d'élévation du niveau marin, oui, on y est, donc on le prend bien évidemment en considération. Nous, pour tout ce qui est travail scientifique, mais également les gestionnaires par rapport à leur plan de prévention de risques littoraux, d'inondations, etc. Donc, oui, bien évidemment, il est pris en considération. Ceci dit, c'est une question d'échelle, temporaire, je veux dire. Par exemple, quand je suis confronté au problème de l'érosion sur la plage de Sucigno, ben moi je préfère, si vous voulez, réfléchir à l'état de la plage là, aujourd'hui, dans 10 ans, et ne pas me projeter dans son état dans 100 ans. Parce que l'échelle temporelle m'oblige, si vous voulez, à intervenir de la sorte. Après, bien évidemment, les maisons qu'on est en train de protéger aujourd'hui, en remettant en place cette dune embryonnaire, bah, il va falloir qu'il bouge un jour ou l'autre. Donc ce sont deux niveaux décisionnels et échelles temporelles différentes. On peut intervenir dans l'urgence, comme on peut intervenir dans le préventif. Et ces deux échelles temporelles sont complémentaires. Oui, bonsoir, merci pour cet exposé. Très intéressant. On nous parle de plus en plus que les prochaines guerres qu'on pensait être celles de l'eau seraient surtout celles du sable. Il y aura vraisemblablement dans les décennies à venir une pénurie de sable, notamment pour les constructions. Donc ça, c'est important. Pour répondre à M. Riant concernant l'île de Groix, effectivement, il avait été dit que la disparition des grands sables et qui est passée plus sur le nord-ouest aurait été due au dragage qui aurait été fait dans le port d'Etel. Effectivement, il se passe toujours quelque chose dès qu'on touche au littoral, bien évidemment. Maintenant, est-ce que c'est la réponse? Je n'en sais vraiment pas. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez me répondre sur l'histoire des prochaines guerres économiques liées au sable? Merci. Oui.
Je me souviens, il y a quelques années de ça, hein, donc j'ai emprunté, si vous voulez, la phrase à mon ancien directeur de thèse, qui l'avait prononcée il y a quelques années de ça, je pense en 2000 ou 2000 et quelques. Et moi, je faisais ma thèse à l'époque au Nord-Pas-de-Calais, donc on a quelques sites également emblématiques en termes de recul de trait de côte, hein. Ici, dans le Morbihan, si vous prenez le site le plus dynamique, ben, je pense que les plus proches, c'est quoi? C'est Gavre, hein, où ça recule un tout petit peu. Mais si vous voulez, allez regarder une superbe baie au Nord-Pas-de-Calais, hein, elle s'appelle la baie de 800, où le trait de côte recule d'une moyenne de 4 mètres par an. Et là, 4 mètres par an, la question qui s'est posée à un certain moment, pourquoi pas faire un rechargement? Donc cette question taraudait pas mal l'esprit, si vous voulez, des politiques. Et ils se sont dit, bah, tiens, est-ce qu'on a du sédiment en face? Malheureusement, ce n'est pas le cas puisqu'on est en plein détroit, hein, du Pas-de-Calais, donc il y a énormément de courants. Ils ont dit, tiens, on va chercher ce sédiment chez nos collègues belges, nos copains belges. C'était à l'époque des préparatifs des Jeux Olympiques en Angleterre, ou chez nos voisins anglais. Et les Anglais, ils ont dit, niet, pas de sédiment chez nous, on a besoin de tout le sédiment pour les travaux d'aménagement chez nous. Très bien, on va chercher chez les Belges. Les Belges, ils ont dit, ok, pas de souci, ça vous coûtera tant. Je pense à l'époque qu'ils avançaient 25 € le mètre cube. Alors pour un rechargement de 300 000 mètres cubes, pour lequel il va falloir prévoir, etc., donc ça ne marchait pas. Et ça a fait tout un tollé. Et on a commencé à parler du problème de ce sédiment. Est-ce que la question se pose uniquement en France ou elle se pose partout? Et en réalité, il y a eu des publications scientifiques qui ont démontré que la plupart des rivières sur cette planète ont été aménagées à l'intérieur. Donc il y a des barrages. On ne parle pas de l'apport hydrique, mais on parle tout simplement de l'apport sédimentaire. Si on ne draine rien de l'intérieur des terres, la seule possibilité reste, c'est quoi? Ben, vous allez éroder quelque part et alimenter ailleurs. Vous prenez l'exemple de la Normandie. Il n'y a pas de souci, ça peut tailler dans des falaises et ça construit du sédiment pour recharger des plages adjacentes. Comment on va faire en Bretagne où on tombe que sur du granit? Et on a uniquement, si vous voulez, une fine couche de sable qui est plaquée à l'intérieur. Il est où ce sable? Il est en face. Mais en face où? Au-delà de cette barrière rocheuse. Donc il ne pourra jamais revenir. Et du coup, on se retrouve presque partout. Là, j'ai donné juste quelques exemples ici, en France, avec la problématique d'un stock réduit. Sans parler, bien évidemment, des grands pays. Hein. Donc ça, vous connaissez tous les histoires des Émirats Arabes Unis, avec leur fameux Palm Island, où tout le sédiment, ils sont partis le chercher en Inde, au Bangladesh. Or, le Bangladesh lui-même, c'est un pays qui est en dessous du niveau marin d'1 mètre et qui est en train de se délaisser de son sédiment pour mettre en place des Palm Island ailleurs. Prenez l'exemple de Hong Kong ou de Singapour qui grandit tous les ans de je ne sais pas combien de kilomètres carrés avec du sédiment qu'on emprunte ailleurs. Il n'y en a plus. Et malheureusement, le sédiment qu'on a à l'intérieur des terres, notamment le sédiment désertique, il est incompatible avec la plage. Il ne peut pas marcher. Donc, on a un stock réduit. Ce stock qui est accessible aujourd'hui, par exemple, ce que j'ai montré tout à l'heure, le sédiment qui est à moins 20, moins 22 mètres en dessous du niveau marin. Vous me posez la question de l'élévation du niveau marin, elle est sur 40 cm, il y a d'autres scénarios qui parlent d'1 mètre, etc. Ça veut dire qu'on a un sédiment qui est là, qui peut être potentiellement exploitable, mais qui est qu'à 20 mètres. Si on en parle dans 20 ans, il sera peut-être à 21 mètres. Donc les coûts d'exploitation ne seront pas les mêmes. Et il reviendra encore plus cher. Et ce sable-là, ben, on l'aura que pour ceux qui pourront payer le prix. Il faut profiter des plages. Tant qu'il y en a encore. Oui, vous vous placez exclusivement dans l'hypothèse d'érosion, donc de recul du trait de côte. Mais que faire lorsqu'il y a engraissement et au contraire avancement, confère brouage et Sainte-Marie de la Mer? Tant que c'est pas problématique, il faut s'en réjouir, hein, moi je dirais. Rares sont les sites maintenant qui sont en progradation. Donc au contraire, on aimerait bien que ce soit pareil partout. Après, quand ça devient critique, si vous voulez, par rapport à une industrie ou une activité, il y a moyen, si vous voulez, de retrouver un certain équilibre. Mais moi, je dirais que c'est un problème de riche d'avoir un site en progradation et essayer de le rétablir pour maintenir une activité, qu'un autre problème, on n'a pas de sédiment, mais on est devant des risques d'érosion.
Tout à l'heure, vous disiez que la plupart des sédiments, ils viennent des apports fluviaux. Et est-ce que vous travaillez avec des chercheurs qui étudient ces systèmes-là plus spécifiquement? Et parce que le problème viendrait en fait du fait qu'on a anthropisé les fleuves et qu'on a posé des barrages, etc. Du coup, est-ce que ce ne serait pas une solution à plus long terme d'essayer de faire autrement qu'avec des barrages? Ou est-ce que c'est trop compliqué au niveau... parce que ça a un coût économique et puis que c'est quand même les industries, etc. C'est plus qu'un coût économique. Hein. Il y a toute une vie qui a été basée sur la mise en place des barrages. Maintenant, les barrages, ça devient presque des sources de guerre ou de conflits géopolitiques à droite et à gauche. Ça paraît inenvisageable de retirer un barrage parce qu'on va dire, tiens, on ne va pas réfléchir à la gestion de l'eau potable ou au développement de l'agriculture pour réfléchir aux besoins d'une plage, qu'elle soit alimentée en sédiments. Oui, bien évidemment, quand on travaille, nous, à l'échelle d'une plage, il y a quand même, si vous voulez, une concertation à l'échelle d'un bassin versant, hein, donc, qui se fait au niveau du SAGE, du SDAGE, et on s'aperçoit que pratiquement là, toutes les communes littorales font partie de SAGE ou de SDAGE. Donc il y a quand même une concertation en termes de gestion, mais il me paraîtrait vraiment très difficile de dire tiens, on va retirer un barrage ici parce qu'on aimerait bien que ce soit alimenté. Non. Ce qui est un peu dommage parfois, c'est qu'on se retrouve avec des barrages qui se colmatent vite parce qu'il y a trop de sédiments, et quand on retire ce sédiment, on ne sait pas en quoi en faire. Moi j'ai envie un peu de plaisanter, là, parce que c'est trop sérieux. Moi j'ai envie de dire, mais il y a du sable, il y en a dans les déserts, il y en a en Namibie, il y a des milliards de tonnes de sable là-bas. Oui. On transporte bien nos déchets en Afrique, en Chine. On aura bien les moyens de ramener ces tonnes de sable. Oui. Si on veut protéger le littoral des constructions. Non, si vous voulez faire un désert ici quelque part, oui. Mais pas pour la plage, malheureusement. C'est pas la même granulométrie, c'est pas la même texture. Il tient pas. Sinon, tout à l'heure, je disais que les pays, les Émirats arabes unis, hein, ils ont des millions de tonnes de sédiments. Pourquoi ils ne l'exploitent pas pour cette construction? En fait, ils ne s'agrègent pas de la même façon. Vous dites c'est du sable roulé, hein, le sable marin. Pour que ça tienne face à la mer, il faut en fait une certaine consistance, si vous voulez. Le sable désertique, non. Il est strié, il est anguleux, donc il n'adhère pas forcément aux conditions hydrodynamiques. Sinon, tous les pays désertiques, ils allaient être les rois du pétrole. Hein. Ça ne marchera pas. Excusez-moi, localement, ici, a été utilisé à l'Armor-Plage, sur la plage du Nouriguel, du sable, enfin, qui n'est pas du sable d'ailleurs, c'est de l'argile, du kaolin. Oui. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Est-ce que c'est concluant? Parce que là, du coup, c'est... On parle aussi de circuit court, là il n'y a pas plus court, quoi, parce que alors, je ne sais pas trop loin. Oui, mais quand ils ont rechargé, ils n'ont pas rechargé avec du kaolin. En partie, hein, c'était une mixture. Par contre, oui, le kaolin a été utilisé en soubassement pour Kerguelen, par exemple, pour reconstruire la dune. Ça, c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. Moi-même, j'avais préconisé pour l'Orient Agglomération, si on veut régénérer, si vous voulez, une barrière dunaire sur Gavre, d'exploiter ce sédiment-là. Pas en mettre sur la plage, mais on peut le faire, si vous voulez, en soubassement d'une dune. C'est comme une sous-couche. On le met là, c'est la fondation d'une dune, et on revient à rajouter du sable sur lequel on peut mettre de la végétation. C'est une technique qui se fait pratiquement ailleurs. Ce n'est pas un sable pour le rechargement en soi, mais il peut être utilisé pour la fondation de dunes. Ça, c'est faisable. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas une dernière? Je vous remercie d'être venu. Merci à vous aussi d'être venu nous présenter tout ça. Merci beaucoup. Merci.